Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce dimanche sur RTI 1. En voici les titres. Il a effectué une mission à l'Organisation des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a participé à un panel de haut niveau où il a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sortie de crise et de réforme du climat des affaires. Troisième jour ce dimanche du Salon international du tourisme d'Abidjan 2018. Le CITAS, c'est 5 jours d'exposition avec plus de 15 pays invités, plus de 60 000 visiteurs par jour avec en vedette les sites touristiques phares de la Côte d'Ivoire. Élections législatives au Liban pour la première fois depuis l'indépendance du pays. Les Libanais vivant à l'étranger y participent. Les pays arabes ont ouvert le vote vendredi avant les autres pays ce dimanche et les électeurs du Liban, eux, sont appelés aux urnes le 6 mai prochain. Merci de nous suivre sur RTI 1. Nous sommes dimanche 29 avril. Le 1er mai, soit dans tout juste 2 jours, ce sera la fête du travail. Et pour tout travailleur, la sécurité au travail est primordiale. La campagne Vision Zéro Zone Afrique est pilotée par la Côte d'Ivoire à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. C'est une vaste mobilisation initiée par l'Association internationale de sécurité sociale visant à réduire considérablement les accidents et maladies professionnelles. C'est de cela que nous parlons dans le magazine de ce dimanche avec le directeur général de la CNPS, Charles Kouassi. Bonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour. Alors, vous êtes aussi président de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous vous retrouvons après le point de l'actualité. Merci. En mission à l'ONU, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a participé à un panel de haut niveau. Marcel Amontano a eu des rencontres avec plusieurs personnalités onusiennes, dont le secrétaire général Antonio Guterres. Le bilan de cette mission avec Michel Digré. C'est l'un des temps forts de la mission du ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Sa participation en tant qu'invité spécial au dialogue interactif. Les échanges ont porté sur le renforcement du rôle des Nations Unies dans la consolidation de la paix. Le ministre Marcel Amontano a démontré comment la croissance économique a contribué à la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire après plusieurs années de conflit. Les Nations Unies ont aidé mon pays à consolider la paix après la crise qu'il a connue. Aujourd'hui, après la fin de la mission de l'ONUCI, le pays s'est résolument engagé à pérenniser la paix grâce à l'impact positif de son développement économique. Les résultats témoignent de cette dynamique, car 95% des réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. L'environnement sécuritaire est satisfaisant, la gouvernance s'améliore en permanence, les institutions sont stables et se consolident. L'économie est solide et génère de nombreuses opportunités pour les jeunes et les couches les plus fragiles de la société, avec un taux de croissance moyen de 8 à 9% depuis 2012. Pour Marcel Amontano, le modèle ivoirien de sortie de crise doit servir d'exemple. L'expérience ivoirienne en matière de consolidation et de pérennisation de la paix a vocation à être poursuivie et renforcée. Elle enseigne qu'il est possible de construire une paix durable, dans le respect de la démocratie et des droits humains, même après une grave crise. Après ce panel, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a eu des audiences avec plusieurs personnalités onusiennes, dont Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Marcel Amontano a également été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Faisant le point de cette mission, il s'est prononcé sur le rôle que la Côte d'Ivoire entend jouer au sein du Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 15 pays qui décident de l'avenir du monde. Nous exécutons notre mission pendant ces 2 ans en toute responsabilité et en toute indépendance, conformément à nos idéaux. Et les idéaux de la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est le dialogue. Quelle que soit la nature des conflits, seul le dialogue permettra de les résoudre in fine.
15 recommandations ont sanctionné les travaux des 8e assises de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Les réflexions ont tourné autour de comment adapter l'agriculture au changement climatique. Destinées à 4 entités, ces conclusions ont été regroupées en 10 idées-projets à mettre en œuvre pour que l'agriculture demeure le moteur de l'économie ivoirienne. Léon Pro. 3 jours d'échanges et de réflexions en plénière, en atelier et sur le terrain, puis 15 recommandations à destination de 4 entités, chercheurs, gouvernements, autorités administratives et communautés locales. Des recommandations déclinées en idées-projets, à savoir réalisation de fermes en pilote irriguées, création de réservoirs d'eau, optimisation des méthodes de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Bref, 10 idées-projets à développer en synergie. L'idée-projet le plus important, c'est faire en sorte que les paysans s'approprient des résultats de nos travaux de recherche pour pouvoir donc avoir la possibilité de se battre contre le changement climatique. Objectif, adapter l'agriculture au changement climatique. L'AISA n'entend pas pour autant avoir décelé toute la panacée, mais fonde l'espoir d'y parvenir, encore que les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture se disent déjà engagés dans le suivi des recommandations. Les chercheurs, ils font ce qu'on appelle un catalogue de toutes les variétés qu'ils ont pu, sur le plan scientifique, déjà conçues, et qui peuvent contribuer justement à l'amélioration variétale. Donc ce catalogue, il envoie à notre ministère pour être validé, être homologué. Ça aussi, ça va déjà régler dès la semaine prochaine. Et les idées projets, il y a des actions à mener à court, à moyen et à long terme. Pour le gouvernement, toujours selon le ministère de l'Agriculture, il s'agit de préserver au secteur agricole son lustre de moteur de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi des réponses immédiates ont été apportées aux recommandations des scientifiques. Dans le domaine de la santé, 4 communes du district d'Abidjan bénéficient de consultations ophtalmologiques et de doses de vaccins contre la méningite. Cette campagne de la Fondation Nobala s'étend sur une semaine. Plus de 500 personnes ont été reçues la première journée à la mairie de Yopougon. Olivier Iriebi et Patricia Omouetia. Yopougon, Abobo, Cocody et Trècheville sont les 4 communes du district d'Abidjan qui bénéficient de la campagne de vaccination contre la méningite et la consultation ophtalmologique. Initiée par la Fondation Nobala, ces soins médicaux sont offerts gratuitement aux parents et aux enfants. Et nous pensons que l'État, à lui seul, ne peut pas faire tout le travail. L'État a besoin aussi de nous, opérateurs économiques. Nous allons vers ces populations-là. Et donc, pour que cette population-là puisse venir massivement à nos différentes activités, il faut qu'elle soit en bonne santé. Saluant l'action, le représentant du directeur de l'Institut national d'hygiène publique invite les populations à se mobiliser autour de cette campagne. On a l'opportunité aujourd'hui donc de se faire consulter nous-mêmes, nos familles, nos enfants. Donc je voudrais demander donc à toute cette population qui est là de se faire vacciner, mais en même temps de porter l'information dans tous nos quartiers. Les bénéficiaires apprécient l'attention accordée à leur endroit. La méningite, c'est une maladie qui fait beaucoup de rage. Donc une fois appris la nouvelle, j'ai voulu faire ça et puis porter le message à mon quartier. Je pense qu'elle est bonne, elle est bien organisée. Nous sommes venus, elle est vraiment effective et gratuite. Je pense que c'est bien. Je suis déjà fait vacciner. C'est depuis 2015 que la Fondation Nobala s'est engagée dans cette campagne de proximité. Grâce à l'appui de ses partenaires, elle entend étendre cette activité sur tout le territoire national. Le conseil régional du Bafing, dans le nord-ouest du pays, inaugure une école primaire dans le village de Vayasso. Dans le but de rapprocher l'école des élèves, plusieurs autres établissements scolaires sont en construction dans toute la région. Serge Coléa. Parcourir de longues distances pour avoir accès à l'éducation et au savoir. C'est désormais un lointain souvenir pour les enfants du village de Vayasso dans la région du Bafing. Le conseil régional a répondu aux attentes des populations en leur offrant une école primaire. Un événement qui a été marqué par une grande journée de réjouissance. 20 millions de francs CFA dégagés pour une école primaire publique neuve. Les filles et fils de Vayasso entendaient exprimer toute leur reconnaissance. Ils ont également
exprimé le vœu de voir le village électrifié bénéficier d'adduction en eau potable avec des logements pour les enseignants. Diomandé Lassina, président du conseil régional, dit avoir pris bonne note. Il a promis se pencher sur toutes ces questions. Le conseil régional du Bafing a également inauguré une maternité et des logements de maîtres dans le village de Kofina, sous-préfecture de Boukou. À Karamogo-Tchedougou, le logement du directeur de l'école primaire a été inauguré. Enfin, le conseil régional a été félicité par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la construction des collèges modernes de Kounan et de Boukou. Direction Cape Town en Afrique du Sud pour la 13e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs africains. Ils ont évalué les activités réalisées relativement à l'utilisation de carburants propres par les pays africains. Il a également été question de la réduction du taux de soufre dans le carburant d'ici 2020. Jean-Luc Bangbo. Comment obtenir des carburants propres en Afrique? Cette préoccupation était au cœur de la 13e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ARA. Pendant 3 jours, 500 experts de l'industrie pétrolière se sont réunis en Afrique du Sud à Cape Town pour évaluer les avancées sur l'introduction des carburants propres en Afrique. Depuis 2007, l'ARA a mis en place une feuille de route. Celle-ci vise à aligner les spécifications des carburants africains aux normes européennes. L'Afrique ne doit pas être en reste. Nous avons encore renforcé davantage la réflexion et les débats sont allés également dans un sens en profondeur. Après la réussite des 3 premières étapes, le mot d'ordre est d'arriver en 2020 à une 4e étape dénommée Africat. Objectif, obtenir du carburant avec un taux de soufre plus faible en Afrique. Un véritable challenge. La CIR, depuis les années 2008, avait anticipé déjà des études pour se mettre en conformité par rapport aux spécifications Afrique 4. Malheureusement, c'est des investissements très élevés. 2020, c'est déjà demain. Ce sera difficile à tenir, mais on a bon espoir qu'au plus tard, en 2025 ou 2023, ce sera fait. Mais ce qui compte finalement, c'est la direction vers laquelle on va. En incitant à l'utilisation de carburants faibles en soufre, l'ARA entend contribuer à la préservation de l'environnement. La vraie question, c'est la qualité de l'air. Le problème, il a au moins déjà 2 piliers. La qualité du carburant, mais il y a aussi la qualité du parc automobile. Le 3e pilier, c'est le contrôle. Comment faire en sorte que les mesures qui seront prises seront suivies. Les défis sont colossaux. À ce jour, seul le Ghana a passé la barre Africat pour le gasoil. Toutefois, les volontés politiques d'accompagner le projet sont manifestes. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'État a interdit l'importation de véhicules âgés de plus de 5 ans. Créée en 2006, l'Association des raffineurs africains s'est engagée dans la promotion de carburants propres en Afrique pour l'amélioration de la qualité de l'air. Après l'Afrique du Sud, on part pour la Tanzanie. La Côte d'Ivoire s'inspire du modèle d'intégration des jeunes diplômés dans le domaine agricole. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a visité sur place plusieurs structures spécialisées dans le domaine. Walter Amadou Ouattara. Dans la suite logique de la 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi, tenue du 10 au 13 avril dernier, dont les thèmes principaux étaient l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les technologies et innovations pour les jeunes dans l'agri-business. Sidi Timoko Touré multiplie les actions pour exploiter davantage les opportunités d'emploi dans ce secteur. C'est connu de tous, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Selon la FAO, l'agriculture occupe plus de 60% de la population active du pays et contribue de 30 à 35% au PIB ivoirien. Et le ministre compte bien en profiter. Ici en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a cherché à comprendre le modèle d'intégration des jeunes dans le secteur agricole. Il a visité le centre de Kwembe, spécialisé dans la transformation du manioc, également dans la pisciculture et la cuniculture. Particularité de ce centre, il est exploité par des jeunes diplômés dans des domaines autres que l'agriculture. On y trouve par exemple des statisticiens, des gestionnaires en marketing et commerce.
Ces jeunes affirment aimer ce qu'ils exercent comme travail. Pour eux, la jeunesse africaine doit changer de mentalité afin de se prendre en charge. Les jeunes aspirent à avoir du travail au bureau, alors que si l'environnement institutionnel est propice pour encadrer la jeunesse, elle se sentira plus confiante à embarquer sur l'option de l'agriculture comme secteur d'emploi. Dans notre cas, nous avons bénéficié de l'appui technique de l'IITA avec une formation de print. Cette formation nous permet non seulement de produire, mais plus important, bénéficier de la chaîne de valeur allant de la production à la transformation et la commercialisation. Cette modernisation de l'agriculture est attrayante pour nous. Ce centre est géré par l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA de Tanzanie. Pour ses responsables, c'est une belle expérience. En plus de l'encadrement technique, mon institution met à la disposition des jeunes notre focus premier, qui est de s'assurer de la détermination mentale de nos jeunes. Certes, notre objectif est de faire de ces jeunes des agriculteurs riches, mais le plus important est le côté innovant de la chaîne des valeurs. Le ministre Sidi Touré dit avoir pris bonne note de tout ce qu'il a entendu et vu lors de la présente émission d'imprégnation. L'agriculture est un fort potentiel de création d'emplois dans nos différents pays et il était bon que nous puissions voir les différents potentiels tels que cela peut exister dans les chaînes de valeur. Et ici, sur le centre de IITA, nous avons vu ce que la chaîne de valeur peut offrir en termes d'opportunités. Nous sommes contents d'avoir effectué cette visite et nous sommes fiers de ces jeunes qui savent se prendre en main et qui produisent pour pouvoir nourrir leur pays. Donc nos jeunes Ivoiriens peuvent produire pour pouvoir nourrir la Côte d'Ivoire. Avant cette visite de Kwembe, le ministre ivoirien et son conseil technique se sont fait expliquer le mode de fonctionnement de l'IITA de Tanzanie. C'est un centre de recherche et d'innovation et d'encadrement agricole. Une visite du dit centre a permis à la délégation ivoirienne de voir de plus près les équipements ultramodernes et leur productivité. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA 2018, s'est ouvert le 27 avril dernier. C'est le 3e jour ce dimanche et pour la seule journée d'hier, plus de 60 000 visiteurs ont été enregistrés. Patricia Omouetia. Événement prestigieux au statut international, le CITA offre à ses partenaires une reconnaissance et un rayonnement unique ainsi que la garantie de réaliser des chiffres d'affaires. Nous venons au CITA pour une visibilité et surtout pour montrer notre savoir-faire et faire en sorte que les pagnes de la Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité et surtout la qualité acquise, soient vraiment mis au service et à la connaissance de la population ivoirienne et même d'ailleurs. On a une offre épargne voyage qu'on vient d'initier. On a des colonies de vacances, on a des packages pour les circuits touristiques et autres. Chaque année, d'une année à une autre, nous apportons des innovations dans nos structures, l'ensemble de nos structures, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la formation à l'école hôtelière. Le CITA, c'est aussi 60 000 visiteurs, des rencontres entre professionnels, 60 animations et activités et plus de 15 pays invités. Pour le commissaire général du CITA, c'est environ 200 exposants avec des stands plus grands, 100 à 150 mètres carrés. Les opérateurs ont pris 100 mètres carrés, 30 mètres carrés, donc ça diminue effectivement le nombre d'opérateurs, mais c'est l'espace et la qualité aujourd'hui de la construction des stands. Chacun veut présenter, donc on devient de plus en plus fort. Et puis ce sont les pays présents, 15 pays, et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, la Chine a intégré ce mouvement du CITA, se faire connaître. Maintenant, il faut fidéliser la date, rester sur la date en intégrant le 1er mai. Ça, pour nous, c'est très important. Avec plus de 60 000 visiteurs, la Société des transports abidjanais Sotra n'est pas restée en marge du CITA. Plusieurs points de ramassage ont été identifiés pour permettre aux populations de rallier le site. Avec 45 000 visiteurs l'année dernière, l'édition 2018 du Salon international du tourisme d'Abidjan s'est renforcée avec des professionnels nationaux et internationaux. Sur le plan littéraire, Bernard Dadier et Charles Nocan, deux pères de la littérature ivoirienne, ils ont présenté leurs dernières œuvres. Les écrits qui entremêlent les genres tout en gardant quand même vivace l'essence du combat pour les libertés. Franck Wadio était à la cérémonie de dédicace.
La main est encore alerte à 82 ans bien sonnés. Charles Anokan dédicace sa dernière œuvre, Le poids de la faute, un recueil Nzassa, un fourre-tout, car laissant cohabiter récits, contes et nouvelles, la nouvelle, un genre qu'il aborde d'ailleurs pour la première fois. Comme entre le roman et la nouvelle, il y a une différence, mais elle n'est pas très grande. J'ai pensé utiliser la nouvelle. Et de même que le récit aussi, qui est quand même souvent raconte une histoire, mais une histoire qui n'est pas romancée. L'auteur de Violent était le vent en 1966, bien qu'affaibli par le poids de l'âge, est toujours de la partie. Une prochaine œuvre déjà à l'étape finale pour bientôt. Et j'ai jamais voulu, je l'ai dit quelquefois, essayer d'attirer la faveur de nos anciens colonisateurs. Ce qui m'intéressait, moi, c'est que nous, Africains, nous puissions comprendre ce que je voulais faire et qui était une lutte par la littérature. Avec lui, un autre auteur a un partage à l'écriture comme vecteur de messages politiques, Bernard Belin-Dadier. Son œuvre escale dans le temps. Les deux œuvres ont le même éditeur. L'œuvre de Dadier est à la réalité une compilation de ses écrits parus entre 1956 et 1965 dans divers journaux et revues du monde noir. Bernard Dadier, Charles Anokan, Seydou Badian Kouyaté, Joseph Mizan-Bougini et d'autres suivront pour montrer aux jeunes gens comment écrire, comment orienter leurs écrits afin d'atteindre l'objectif. Le plus important, ce n'est pas de publier pour publier. Le plus important, c'est de publier pour communiquer une pensée. Le père absent, pour santé fragilisée, c'est le fils Aimé Dadier qui dédicace. Bernard Dadier et Charles Anokan, tous deux sont membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. L'un, né en 1916, a été ministre de la Culture en 1977 et 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire d'expression française en 1965 et 1968. L'autre, emprisonné sous Houphouët-Boigny, publie régulièrement depuis 1956. Autre dédicace, cette fois d'un conte romanesque, Le fils de la femme mâle de Maurice Kwaku Bandama. L'œuvre a été présentée à des enfants. L'auteur a voulu échanger avec eux, leur permettre de partager les expériences de lecture et surtout leur donner le goût de lire. Sephora Zegui et Patricia Omwetia. Un livre porteur de rêves, de justice, d'amour. Dans son œuvre, Le fils de la femme mâle, Maurice Kwaku Bandama est à la recherche du bonheur. Préfacé par Pierre Nda, professeur titulaire de lettres, l'œuvre est un récit d'aventure imaginaire, un conte. Le style léger plonge le lecteur dans l'histoire d'un personnage insolite nommé Aoulimba Tankan. Nous montrons dans ce livre un mode de leadership. Le leader travaille pour le bonheur de ceux dont il a la charge, qui dénonce toujours les maux qui minent nos sociétés. C'est l'injustice, c'est la dictature. Le fils de la femme mâle est un conte romanesque qui a traversé les âges, mais qui reste encore toujours d'actualité. Il s'adresse aux adultes et universitaires. Cependant, des élèves lui ont manifesté de l'intérêt. Ils sont en classe de 6e ou de terminale. Ils ont partagé leurs expériences de lecteurs au cours d'une séance de dédicace organisée dans leur groupe scolaire. Il y a plusieurs leçons de cette lecture, surtout la force tranquille. Elle nous dit de ne pas s'engager involontairement sans réfléchir dans une action. J'ai tiré plusieurs leçons, telles que l'humilité, l'acharnement, la confiance en soi, le courage. Le fils de la femme mâle est paru en 1993 et a été réédité par Fratmat Éditions en 2013 dans sa collection Plume d'Or. 25 ans après, l'œuvre continue d'intéresser même les plus jeunes. 172 pages, divisées en 3 parties, elle est constituée de 5 chapitres. Rappelons que ce premier roman de Maurice Kwaku Bandama lui a valu en 1993 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire.
L'Association ivoirienne des alumni des programmes américains initie une conférence débat pour la célébration des 50 ans de la disparition de Martin Luther King, défenseur de la non-violence. Il est aussi question de sensibilisation et de plaidoyer pour participer à l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Guy Roger Nguessan et Abou Sanogo. Hommes politiques, représentants de la société civile, responsables d'ONG et divers groupes sociaux dans un même cadre pour parler de la non-violence à la lumière de la philosophie de Martin Luther King. Sur la question, chacun a donné sa part de connaissance du message de l'homme. Je retiens que Martin Luther King, tout ce qu'il faisait comme marche, c'était mettre le lien entre les citoyens et les autorités gouvernementales américaines pour que les droits de ceux-ci soient respectés à travers les politiques publiques. Étant donné son époque, aujourd'hui, quand vous regardez les valeurs qu'il a défendues, ces valeurs se retrouvent aujourd'hui dans l'état de droit et dans la démocratie. Donc, il faut promouvoir l'état de droit, il faut promouvoir la démocratie. Martin Luther King, leader noir américain des années 60, a marqué les esprits par sa lutte pour une plus grande justice entre les citoyens américains. Sa principale arme, la non-violence. Cette philosophie dit non à la violence. Elle combat la violence par la paix. Elle combat la violence par la non-violence, par la résistance pacifique. Et elle fait en sorte que, tout en étant opposé à une forme d'oppression aujourd'hui, on ne détruise pas l'avenir. En Côte d'Ivoire, où la société a vu la naissance du phénomène des enfants confiés avec la loi, des actes d'incivisme et d'atteinte au symbole de la République, la philosophie de Martin Luther King devrait servir d'exemple. L'actualité en bref au Mali, au Liban et en Corée du Nord avec Olivier Iriebi et Franck Quadio. Deux attaques à 2 jours d'intervalle ont fait une quarantaine de morts dans le nord-est du Mali. La première attaque, qui a eu lieu dans la localité d'Amdirakouman, aurait fait 12 morts, à en croire les autorités locales. Hier samedi, 31 personnes ont été tuées dans la zone d'Ifourakitane, selon le gouverneur du Ménaka au Mali. Les assaillants sont décrits comme des peuls à moto accusés de faire partie de l'État islamique. Il pourrait s'agir de représailles suite à des opérations de 2 groupes armés, le MSA et le Gatia, soutenus par les forces françaises Barkhane. Pour la première fois depuis l'indépendance du Liban, les Libanais de la diaspora participent aux élections législatives. Après le vote de 12 600 Libanais inscrits dans les pays arabes, les Libanais vivant dans les autres pays du monde sont appelés à voter aujourd'hui dans leur pays de résidence. Même si les électeurs déplorent la lenteur du processus dans certains bureaux de vote, ils sont heureux de participer à ce scrutin à l'étranger. Sur le territoire national, le scrutin est prévu pour le 6 mai. Pour rappel, c'est en 2009 que la dernière législative au Liban avait eu lieu. Le mandat des parlementaires a été prorogé à 3 reprises. Après le sommet intercoréen, les relations se renforcent entre les deux pays. Le président nord-coréen Kim Jong-un a proposé de fermer son site d'essai atomique au mois de mai et d'inviter en Corée du Nord des experts américains. Cette proposition, relayée par la présidence sud-coréenne dimanche 29 avril, est la dernière illustration en date du tourbillon diplomatique qui s'est emparé ces derniers mois de la péninsule. Il est le directeur général de la CNPS et le président de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels. Charles Kouassi est sur ce plateau pour parler de Vision Zéro, une campagne pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Rebonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir quel est le constat sur le terrain ici en Côte d'Ivoire en termes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a des chiffres, mais avant, je voudrais dire un peu ce que c'est que Vision Zéro. C'est un concept qui a été initié par l'AISS, qui est l'Association internationale de sécurité sociale, qui regroupe l'ensemble des pays du monde qui ont des régimes de sécurité sociale. D'accord, nous aurons le temps de détailler Vision Zéro, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler du constat actuel sur le terrain? Alors, les chiffres à la CNPS, les derniers chiffres, c'est 6 000 accidents de travail par an et 8 milliards d'indemnisation. Ce qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il faut regarder dans le temps. Si nous regardons dans le temps, il y a 2 indicateurs qui sont importants.
ce qu'on appelle l'indice de fréquence, qui est le nombre d'accidents de travail pour 1000 salariés. Cet indice-là, on l'a réduit de 30% les 10 dernières années. Ensuite, l'indice de gravité, qui est le nombre de jours non travaillés. Parce que vous savez que quand il y a un accident de travail, ça entraîne des arrêts, donc des jours non travaillés, et ça entraîne une indemnisation. Donc l'indice de gravité mesure le nombre de jours indemnisés pour 1000 heures travaillées. Et cet indicateur-là, sur les 10 dernières années, on l'a réduit de 50%. De moitié. Est-ce qu'un monde du travail sans accident, c'est possible, M. Kwasi? Un monde sans accident, c'est possible. Et j'ai une anecdote qui s'est passée pendant nos travaux. C'est un des responsables de la Caisse de sécurité sociale du Nigeria qui disait Vision Zéro m'a transformé. Vision Zéro a changé ma vie. Alors, on était tous en train de savoir de quoi il parle. Il dit qu'il était dans le bâtiment et chaque fois qu'il y avait des chantiers, il y avait des accidents plus ou moins graves, des accidents mortels. Et on faisait savoir que c'est normal, que sur tous les chantiers, il y a des accidents, c'est normal. Mais quand il a participé à Vision Zéro, au lancement mondial à Singapour, il a compris que l'accident, ce n'est pas une fatalité. Il a compris qu'il y a des entreprises qui participaient déjà au projet Vision Zéro, qui pouvaient faire des années sans faire des accidents. Il a compris qu'on pouvait faire des chantiers, des hauts chantiers de bâtiments sans faire des accidents. Donc, du coup, quand il est reparti au Nigeria, il est devenu un adepte de la stratégie Vision Zéro. D'accord. Alors, nous allons suivre ensemble un reportage sur le lancement donc, de ce concept Vision Zéro et puis on se retrouve ensuite. 1400 participants qui s'engagent à mettre en pratique les règles et principes en matière de lutte contre les accidents du travail et maladies professionnelles. C'est la principale résolution prise au cours des 2 jours qui ont marqué le lancement de la campagne Vision Zéro Afrique à Abidjan. Les caisses de prévoyance sociale africaines ainsi que les différentes structures partenaires de ce projet ont pris acte de l'initiative de l'AISS, l'Association internationale de sécurité sociale. Nous connaissons beaucoup de blessés en service, beaucoup de malades en service, donc nous pensons que cette initiative est la bienvenue et la police nationale est heureuse de prendre part. Nous avons été satisfaits par rapport aux différents travaux. Voilà, Vision Zéro. Au niveau de la centrale humaniste, nous allons communiquer beaucoup sur l'atelier qu'il y a eu. Que toutes les entreprises africaines, toutes les structures, tout le gouvernement africain s'occupe de cette valeur pour qu'on puisse mettre les 4 principes de Vision Zéro et les 7 règles d'or de Vision Zéro au profit des travailleurs de l'Afrique. Le gouvernement ivoirien, représenté pendant ces assises par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, entend protéger davantage ses travailleurs et travailleuses par une politique basée sur la prévoyance des risques. Le premier élément, c'est que nous avons 1400 participants, et c'est beaucoup, 314 entreprises, 44 ministères, 20 institutions de prévoyance sociale, une 50aine de formateurs qui se sont déplacés jusqu'à nous, 28 pays et globalement autour de 430 partenaires de Vision Zéro qui existent déjà, qui s'associent à nous. Je crois que c'est déjà un gage de succès. Assurer la santé, le bien-être et la sécurité au travail, tel est le défi à relever pour les années à venir. L'AISS se dit prête à soutenir les actions des États africains dans leur quête d'un secteur du travail sécurisé. Voilà, Vision Zéro, une campagne internationale. Monsieur Kwasi, comment est-ce que le choix de la Côte d'Ivoire a été fait pour piloter ce concept-là pour l'Afrique? Alors, je vous disais qu'il y a eu le lancement mondial à Singapour et après, il fallait faire le lancement par continent. Et donc, l'Allemagne a été choisie pour le continent européen, l'Indonésie pour le continent asiatique, les États-Unis pour le continent américain et la Côte d'Ivoire pour le continent africain. J'ajoute que la Côte d'Ivoire abrite déjà le bureau local de l'AISS qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest, francophone comme anglophone. Et donc, la CNPS participe
de façon très active à la formation, à la sensibilisation et aux activités de l'AISS. Et donc, c'est presque tout naturellement que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement de Vision Zéro Afrique. D'accord, vous aviez commencé déjà à définir le concept, mais on aimerait vraiment savoir tout ce que renferme ce concept Vision Zéro. Alors, Vision Zéro, ça concerne la prévention des risques professionnels. Vision Zéro, c'est une stratégie, c'est un processus, c'est une nouvelle façon de faire de la prévention. Il y a la façon classique, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons un code du travail dans lequel il y a un ensemble de mesures de prévention, de santé et sécurité au travail que les employeurs doivent appliquer. Et ces mesures sont contrôlées par l'inspection du travail, par la CNPS. C'est vécu comme une contrainte. Qu'est-ce que Vision Zéro a mis en place comme stratégie? Vision Zéro dit que la prévention, d'abord l'homme est au centre de l'activité économique, au centre de l'entreprise. L'homme, c'est un bien qui n'est pas négociable. Ensuite, que les accidents, ce n'est pas une fatalité. Et donc, il y a 7 règles d'or. D'abord, il y a trois axes, la santé, la sécurité et le bien-être. Et pour ces 3 axes, vous avez 7 règles d'or. Et la première règle d'or que Vision Zéro a prévue, c'est le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le premier responsable de l'entreprise qui doit s'approprier le projet, le concept Vision Zéro. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis dans la façon classique, les entreprises vivent cela comme une contrainte. Maintenant, on veut que les entreprises vivent cela comme une nécessité, comme quelque chose qui est indispensable pour le développement économique, qui est important pour l'entreprise. Vous voyez que le paradigme change entre faire des choses sous forme de contraintes et faire des choses parce qu'on s'est approprié le concept. Et donc, il y a le leadership qui est la première règle d'or. Et la deuxième règle d'or, lorsque vous vous êtes approprié, vous allez faire le diagnostic de votre environnement en termes de danger que ça représente. Et une fois ce diagnostic fait, vous allez mettre en place un ensemble de programmes d'action pour pouvoir éliminer les risques et vous allez mettre en place des objectifs pour mesurer votre action au fur et à mesure. Ensuite, vous allez regarder les machines que vous utilisez, vous allez voir les dangers que ça représente, donc ça vous amène peut-être à changer des machines. Si vous utilisez des produits chimiques, selon les produits, il y a la dangerosité qui est plus ou moins élevée, donc vous allez vous tourner vers des produits moins dangereux, que ce soit dans l'industrie ou bien dans l'agriculture. Une autre règle d'or, c'est la formation, parce que les choses bougent dans le monde. Les machines, on a de plus en plus de nouvelles machines, on a de nouveaux produits qui sont utilisés dans l'industrie et de nouvelles technologies. Et si les travailleurs ne sont pas formés, ou même les employeurs ne sont pas formés par rapport à ces évolutions, il peut y avoir un décalage et causer des accidents de travail. Et le dernier élément qui est non moins important, c'est la responsabilisation du travailleur. Puisqu'on a dit le leadership, c'est la responsabilisation et la prise de conscience de l'employeur. On termine avec la responsabilisation du travailleur qui doit savoir qu'il y a un comportement qui peut être dangereux. Par exemple, il ne doit pas boire de l'alcool sur le lieu du travail, sinon il risque de s'endormir. Il doit savoir aussi qu'il doit observer une certaine commodité avec ses collègues, avec ses responsables, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de stress au travail, mais ce stress est causé soit par un responsable, soit par un collaborateur, soit par une manière de se comporter entre nous. Voilà. Alors, ce sont là les 7 règles d'or, mais vous avez parlé de 3 dimensions, la sécurité, la santé, le bien-être. Nous allons commencer par le volet sécurité, avec ce qu'il renferme. Alors, la sécurité, c'est que dans tous les secteurs d'activité, vous avez des risques liés à ces secteurs. Si vous prenez le bâtiment, vous avez les chutes de hauteur qu'on retrouve souvent dans le domaine du bâtiment. Vous avez des produits qui sont dans la peinture, dans le ciment,
Et on a eu le scandale de l'amiante que tout le monde connaît, mais il a fallu du temps pour que tout le monde se rende compte que ce n'était pas bon pour la santé et la sécurité. Si vous prenez le transport, vous avez l'état du véhicule. D'abord, le concessionnaire et le constructeur de véhicules, il doit faire en sorte que ce véhicule soit sécurisé le plus possible. Donc, il est responsabilisé à son niveau. Celui qui conduit le véhicule, il doit savoir que le véhicule doit être en bon état pour ne pas entraîner un accident qui va soit pour lui, soit pour les passagers. Et donc, c'est dans chaque domaine d'activité, on vous établit tous les risques liés à ce secteur d'activité. Et vous allez maintenant faire en sorte d'éliminer ces risques-là afin de réduire les accidents. Ça, c'était le volet sécurité et l'aspect santé, donc, dans la vision zéro. Alors, l'aspect santé, c'est que l'environnement de travail peut être nuisible pour la santé. Ce qui entraîne des maladies professionnelles quand on est exposé à cet environnement sur le long terme. Donc, il faut identifier les risques liés à cet environnement-là. Ça peut être la posture, hein, quand vous n'avez pas un bon siège pour vous asseoir à votre bureau, à la longue, vous pouvez développer une maladie professionnelle liée à la déformation de la colonne vertébrale, par exemple, ou on dit mal de dos. Il y a, par exemple, les produits radioactifs auxquels vous pouvez être exposé et qui vont vous entraîner des cancers sur le long terme. Donc, dans chaque secteur d'activité, il y a des éléments qui constituent des risques pour le travailleur, mais pour la santé, en général, ce n'est pas comme l'accident où tout de suite vous avez un choc, vous avez une blessure, vous avez le sang, ça se voit tout de suite. Mais la maladie professionnelle, ça se développe sur le long terme. Et donc, on demande aux entreprises de s'attacher les services de médecins du travail. Parce que ces médecins du travail, eux, ils savent, ils sont spécialistes dans le domaine. Et donc, ils vont en entreprise, ils suivent les travailleurs régulièrement à leur poste de travail, dans l'environnement de travail, de sorte à identifier tout ce qui peut constituer une maladie professionnelle et éliminer cette maladie professionnelle. On va terminer avec le bien-être qui n'est pas forcément perçu de tous, qui pourrait peut-être s'apparenter à la santé, alors que ce n'est pas le cas. Ah, le bien-être, ça c'est la nouveauté. C'est arrivé après la notion de santé et sécurité, mais on se rend compte que le bien-être, c'est très important. Ça commence déjà par toutes les commodités que vous avez sur le lieu du travail. Par exemple, selon que vous ayez des sanitaires sur le lieu de travail ou pas, ça va agir sur votre bien-être. Si vous avez une cantine sur le lieu de travail pour avoir une hygiène au niveau de la nourriture et pour gagner du temps, hein, c'est important pour le travailleur et pour l'entreprise. Si vous avez une infirmerie sur votre lieu de travail, c'est réconfortant parce qu'à tout moment, le travailleur peut aller consulter et revenir sur son lieu de travail. La température à laquelle vous êtes exposé quand vous travaillez peut vous irriter. Le bruit peut vous irriter. Donc, et le fait même que vous ayez une assurance maladie souscrite par votre employeur, tout ça, ce sont des éléments de bien-être. Donc, chacun doit faire l'état des lieux de son entreprise avec tous ces éléments que je viens de donner pour savoir s'il procure du bien-être à ses travailleurs ou pas. Alors, c'est un concept mondial. Comment est-ce qu'on peut l'adapter aujourd'hui aux réalités africaines? Le concept de Vision Zéro, comme je disais en début de propos, c'est vraiment une adhésion, c'est une prise de conscience et une adhésion libre. Donc, que ce soit les entreprises formelles ou même le secteur informel, chacun peut s'approprier. Dans une entreprise, une des très grandes entreprises européennes, chaque fois qu'il y a un comité de direction, le directeur général commence par le premier point de l'ordre du jour, c'est sur la période concernée, est-ce qu'il y a eu des accidents de travail ou pas? Bon, si vous prenez le secteur informel ou bien un travailleur individuel, je prendrai les vendeurs de garba. Vous savez, on vous dit qu'ils utilisent plusieurs fois
la même huile. Bon, ils ne sont pas conscients que c'est dangereux pour la santé. Si dans le concept Vision Zéro, on arrive à le sensibiliser, c'est lui-même qui fera en sorte de ne pas utiliser plusieurs fois la même huile. Si vous prenez un planteur qui utilise des produits pour lutter contre les insectes et tout ça, il faudrait qu'il sache, bien que les produits tuent les insectes, quel est l'effet des produits sur lui-même. Et s'il ne le sait pas, lui aussi, il peut être victime de maladies professionnelles parce qu'il va inhaler pendant une certaine période. Donc, c'est un concept, on s'approprie et on met en œuvre un ensemble d'actions. À la maison même, si dans la cuisine, il y a des risques liés à l'activité de cuisine. Donc, on constate que le concept Vision Zéro s'applique vraiment à tous. Et puis, c'est important de se l'approprier pour pouvoir l'appliquer effectivement sur le terrain. Tout à fait. Merci à vous, M. Kouassi, directeur général de la CNPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon dimanche sur RTI 1. Et je vous retrouve à 20h.